Bonjour, alors nous voilà partis pour la 8e unité de ce chapitre 4. Je ne le réexplique pas, on a beaucoup dit. Enfin, en tout cas, il se caractérise par une suite de sixtes, le chromatisme, la sixte augmentée, les retards 7-6. C'est pour ça qu'on l'a appelé de manière un peu vague, parce qu'on ne peut pas lui donner un nom précis, puisqu'il y a tous ces éléments contenus. Donc on a appelé ça un certain enchaînement de sixtes. On a passé en vue tout ce qu'on appelle d'ailleurs la période dite baroque, hein. Donc on a vu Cavalli, on a vu Corelli, on a vu Bloch, Purcell, etc., etc., et jusqu'à Mozart, Haydn Mozart. Et tous les contextes étaient des contextes, sauf chez Corelli, mais je ne pense pas les avoir montrés, mais ce n'est pas important. Tous ces contextes étaient essentiellement, c'est le cas pour Pergolèse par exemple, pour Bach, mineurs. Il portait l'empreinte mineure beaucoup. Il y avait une exception, je la rappelle quand même, où on trouvait le chromatisme dans le contexte majeur, dans la fugue en la bémol de Bach. Bon, voilà. Et maintenant, j'aborde aujourd'hui un aspect tout à fait nouveau, qui pourtant n'est pas nouveau, est totalement ancré dans cette tradition, mais renouvelle complètement et donne un regard complètement nouveau et, à vrai dire, selon moi, et je le pense réellement, d'une très très grande beauté. Et je cite ici, à titre d'exemple, d'ailleurs, il n'y a pas énormément d'exemples au XIXe siècle, mais il y a une petite filiation entre Schubert et, à mon avis, Wagner. Je ne sais pas si Schubert tient ça de Wagner ou tient ça de lui-même. Bon, peu importe, ça n'a aucune importance, mais en tout cas, Schubert apporte un élément nouveau et a écrit un lied qui s'appelle, donc dans le début de la première phrase, est Du bist die Ruhe, ce qui signifie tu es le repos, en allemand évidemment. C'est un des plus beaux lieds de Schubert, personnellement, je pense. C'est un lied assez court et, si j'ose dire, c'est une perle. Ce lied est absolument merveilleux. J'invite tout le monde à l'écouter, à le réécouter, à l'étudier. Il est vraiment beau. Il est sur un poème du poète allemand Rückert. Bon, je n'écris pas Rückert. Rückert est un poète qui n'est pas extrêmement connu aujourd'hui, mais pour les romantiques, ce qu'on appelle les romantiques allemands, la génération du début du XIXe siècle. Rückert a été très important et il sera toujours mis en musique, donc il a été mis en musique par tous les compositeurs de leaders, par Schumann, éventuellement bien sûr Schumann, bien sûr Schubert, en voilà un exemple, mais il sera mis en musique aussi par des compositeurs très, très postérieurs qui sont les derniers feux d'artifice, si j'ose dire, du romantisme allemand, en plein XXe siècle, même d'ailleurs chez Mahler par exemple. Et je ne serais pas étonné qu'il y en ait chez Richard Strauss, mais je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Bon, alors, donc ce poète Rückert, quand même, il faut le citer, il est important. Alors maintenant, j'en viens au texte. J'ai pris un peu le temps de l'écrire ici. C'était peut-être pas vraiment utile, mais je crois quand même qu'il faut l'avoir sous les yeux. Je vais jouer ça. C'est le piano seul qui commence. Comme on le voit, même sans le lire, on a affaire à des battements, c'est-à-dire ce qu'on appelle des battements, c'est des alternances entre deux notes, enfin, un genre de zigzag sur la partition. Alors, je propose, comme souvent, de tout simplement lire le texte. Nous n'analysons pas, nous observons. Ça n'est pas de l'analyse. Voilà ici le battement, mi, sol, donc 3 fois, mi, sol, je transpose mentalement, sol, si bémol. Attention, on est bien en mi bémol majeur. Sol, si, 3 fois, sol, si, puis sol, do, 3 fois, puis fa, do. Attention, c'est do, fa. Mais il inverse le battement pour insister sur le do, lui donner une attaque et qu'il soit sur le temps. Mais on est bien d'accord, que je vais l'écrire ici d'ailleurs, que les deux notes en alternance sont bien sol, si, sol, do, fa, do qui est do, fa. Et puis pour des raisons de piano, la main droite du piano va jouer ces éléments-là, mais cet élément-là, autrement dit, si je l'écrivais pour orchestre, que je le confiais par exemple au premier violon, eh bien ce seraient les mêmes instruments qui feraient la continuité ici. Là, c'est la main du pianiste, c'est la main gauche qui prend, qui continue à jouer. Mais on est bien d'accord qu'on passe de là à là, c'est le même élément, ça se voit, et il continue ici. Donc je continue ma lecture, fa, do, fa, si. Attention, ici j'ai bien une seule chose, la tierce, sol, si, la quarte, sol, do, la quinte, fa, do, qui se transforme en quarte, fa, si. Puis, mi, si, mi, la, mi, sol.
Et puis là, j'ai presque envie de ne pas en parler, j'en parle pour la lecture. Fa, La, c'est-à-dire c'est l'harmonie de dominante, de septième de dominante. Voilà, ça c'est la première lecture. Deuxièmement, j'ai un autre fil qui m'intéresse énormément, qui est déterminant dans la mise, c'est la basse. La basse qui n'est pas très basse, qui est même assez haute, attention, c'est une clé de sol. Il faut faire très attention, c'est une clé de sol. Donc mi, 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 ça, ce petit motif rythmique n'est autre que le motif de chant qui va venir après, qui est sur le texte Du bist die Ruhe. Voilà, c'est sur le motif, sur les mots. Hein, voilà. Donc on a bien, je récapitule, on a bien mi. Donc ce qui m'intéresse, j'ai un peu pris l'habitude de montrer les notes qui m'intéressent comme ça. Mi, mi, ré, do, si. Puis, si, mi, cadence parfaite. Dominante, tonique, voilà, je commence déjà à analyser un peu. Alors, c'est presque tout pour l'instant dans le premier stade d'observation. Ça, j'ai bien envie de ne pas en parler. Bien sûr, c'est très important, c'est très beau. D'ailleurs, ça aussi, j'insiste là-dessus, ça c'est très beau justement. Quand je regarde ça, en soi, ça n'est rien du tout. Mais c'est très beau parce que c'est un petit peu, je ne sais pas quel terme employer, mais cette introduction au piano, là le chant rentre ici et redit les mêmes éléments, ça va vite se modifier, bien sûr. Je ne vais pas analyser la suite, ce qui m'intéresse, c'est seulement ce début, mais je fais juste une petite remarque sur cette écriture-là, c'est qu'on aurait très bien pu imaginer, et c'était très bien, ça aurait suffi d'écrire simplement ça, et de continuer, de ne pas avoir ça, de continuer sur le même régime, entre guillemets. Donc on gommerait tout ça, on pourrait gommer tout ça. Si j'ose dire, ça se suffirait. Mais justement, c'est là, et c'est très beau, parce que les éléments se rajoutent. Là, j'ai une note en plus. Là, il y a 3 notes, et puis là, il y a non seulement, il n'y en a que 2, certes, mais non, pardon. Je dis des bêtises, il y en a bien 3. Hein. Qu'on voit bien ça, pardon. Hein. Les 3 notes si, mi, si sont toujours là. Si, mi, si, mais c'est pris par la main gauche du pianiste. Voilà, donc c'est toujours pareil. Et cette note-là est une appoggiature mi, ré, do, ré, mi. Et le si est toujours là. Et on a fa, la qui devient mi, sol. Il faut faire très attention. L'écriture de piano, du fait qu'elle est tributaire des mains, peut être troublante, elle peut troubler, c'est ça que je veux dire. On est bien d'accord, on voit bien les étages. Ce que je voulais dire qui est très beau là-dedans, je finis avec ça, c'est qu'on a un peu quelque chose, je ne sais pas comment le qualifier, c'est un peu comme un épanouissement, c'est-à-dire qu'on commence avec un très peu de choses, comme on l'a déjà vu, d'ailleurs on l'avait vu même chez Monteverdi, quand Monteverdi commençait avec l'accord de Ré mineur, si on peut s'en souvenir, c'est dans la première vidéo de ce chapitre, j'avais montré, j'avais un peu insisté là-dessus, je crois me souvenir, que c'était l'accord de Ré mineur, c'était Ré, Fa, La. C'était l'accord sous sa forme la plus simple dans le médium. Là, c'est exactement pareil. C'est l'accord de tonique mi, sol, si bémol. Sauf que, au lieu d'avoir ça, on a le battement. Voilà, on a ça. Mais c'est bien ça. Donc, c'est une forme extrêmement simple, extrêmement réduite. Et si j'ose dire, ça s'ouvre. Il y a une espèce d'épanouissement. Je fais ce geste d'épanouissement qui me fait penser effectivement à la fleur qui s'épanouit. Mais ça, c'est vraiment ça. Ce livre est une merveille, à vrai dire, et rien que ces quelques mesures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesures, sont à elles seules déjà un chef-d'œuvre d'écriture, mais d'écriture pas au sens pompeux du terme, de petite écriture, mais justement à la perfection chez Schubert, vient souvent de sa grande simplicité, tellement simple qu'elle est déconcertante. Il est déconcertant par sa simplicité et par sa perfection en même temps. Alors maintenant, j'en viens à l'analyse qui m'intéresse et je me resitue donc dans mon chapitre à moi et dans cet enchaînement. On a un exemple type de ça. Alors, on a bien, je vais l'écrire ici, je vais enlever mes traits rouges là pour qu'ils ne me gênent pas dans mon écriture ici. Si je réduis le texte, je vais le jouer après quand même qu'on l'entende. Puis de toute façon, j'invite tout le monde à l'écouter et l'écouter plus d'une fois, ça vaut la peine d'être entendu et mémorisé. C'est un très beau texte. Voilà. Mais si je regarde bien les mesures, je vais même écrire tout en clé de sol. Donc j'ai bien 3 bémols à la clé, et j'ai bien le mi ici, et j'ai bien sol si. Alors moi j'écris ici à 3 voix. Pour chanter ça, on doit bien être 3. Pour chanter ça, il suffit d'être 2, c'est-à-dire que la voix du dessus alterne les 2 notes. On va trouver ça, c'est une technique d'écriture, enfin une technique c'est un grand mot, hein. Mais on va trouver ça chez Bach, évidemment. On a souvent 2 voix simplement.
mais en fait, réellement, il y en a 3, voire 4. C'est-à-dire qu'une voix passe d'une note à l'autre. C'était le cas ici, d'ailleurs. Là, il n'y a que 2 voix. Mais en fait, on a le rôle de 3 voix. Voilà, donc là, c'est bien la même chose. Mais moi, je réduis pour la compréhension, je réduis. Alors, je devrais être plus correct, je vais le faire, parce que pour une fois, il faut le faire du point de vue de la mesure. Je vais faire alors, c'est une mesure à 3/8, hein, c'est une mesure à 3 croches. Je vais faire la même mesure, parce que sinon on risque d'avoir des surprises et des génies. Donc on a mis Sol, Si, c'est bien 3 croches, donc une noire pointée. Voilà, ça c'est la réduction de ça. Donc c'est bien un accord de tonique à l'état fondamental, sous sa forme réduite telle qu'on la connaît. Et puis on trouve tout de suite ce dont j'ai beaucoup parlé, qu'on trouve, allez je le redis pour la énième fois, qu'on trouve dans Weidenklagen, mais dans la cantate de Bach, mais qu'on trouvait déjà chez Cavalli, qu'on a trouvé chez Corelli, c'est-à-dire l'accord de tonique dont la note supérieure, la quinte, monte sur le 6e degré, forme accord de sixte. On l'avait chez Corelli, donc on l'a eu chez Pergolèse, on l'a eu beaucoup, voilà. Donc il est encore une fois ici, c'est-à-dire que l'accord de mi bémol majeur se transforme en accord de do mineur. C'est une sixte, et c'est la fameuse première sixte des sixtes dont j'ai tant parlé. Voilà. Et puis ici, cette sixte-là, les 3 éléments descendent conjointement avec un retard de la partie supérieure. Donc j'ai un Ré ici, donc l'accord serait Ré, Fa, Si, mais j'ai Ré, Fa, Do. Donc là, ça devient difficile à écrire. Déjà, j'ai un petit décalage. Bon, allez, je vais le faire. Ça, c'est bien une noire pointée, mais ça, c'est une noire qui se résout avec la croche. Donc ça, c'est une note étrangère. Et c'est le fameux 7-6. Je n'y reviens pas. Il a été beaucoup traité, mais je montre qu'il est là. Je vais jouer ça après, évidemment. Et je vais négliger ça, qui sont des notes en plus, qui sont des notes un peu orchestrales, qui sont des notes de renforcement. L'essentiel de l'harmonie est toujours au même endroit, dans le battement et la basse. Donc je suis ici, je m'assois même pour avoir la place, j'aurais peut-être dû serrer un peu plus, je vais essayer de serrer un peu. Donc j'ai Do, Mi bémol, et j'ai Si, 2 croches, j'avais bien 2 croches qui valent une noire, enfin 2 croches, l'équivalent de 2 croches, hein. Je sais bien que ce sont des doubles croches. Mais... voilà, et la 3e c'était ça, là de la même manière, 1re, 2e, 3e. Donc Si noir, La croche. Et donc c'est encore une fois un 7-6. Donc on est en plein dans ce que je n'ai cessé de montrer jusqu'à maintenant. Et ici on arrive à quelque chose qu'on a déjà trouvé. J'invite tout le monde à s'y reporter. Je ne vais pas maintenant reciter les choses, mais au lieu de l'accord de dominante qui doit suivre ça, on a un accord de quarte et sixte qui en plus de ça a un petit retard. Hein. C'est-à-dire que normalement la quarte est sixte, ici on est bien d'accord, est Si bémol, Mi bémol, Sol. Seulement le Sol arrive ici. Donc on a ici on a bien 7-6, ici on a bien 7-6, mais ce 7-6, attention, il est dans le cadre d'une quarte et sixte. Ça c'est le retard. Je l'écris peut-être à côté ailleurs. J'insiste un peu là-dessus parce que je sais qu'en contrepoint on trouve ça et que ça il ne faut pas trop le faire en contrepoint. Donc attention. Attention, le 7-6, comment je vais écrire ça? Peu importe avec un accord sur Do. Le 7-6 dans le cadre, pardon, le 7-6, voilà un accord de La mineur, l'accord de sixte. Je suis désolé, j'écris mal. L'accord de sixte, c'est bien Do, Mi, La. Si, La, c'est 7-6. Mais je redis ce que je veux dire. C'est un accord de sixte avec retard 7-6 dans le cadre d'un vrai accord de sixte, c'est-à-dire de tierce et de sixte. Mais là-bas, c'est un accord 7-6 dans le cadre non pas d'une sixte, mais d'une quarte et sixte. Voilà, ce serait ça. Je dis ce serait parce que ce n'est pas le même contexte. Là, c'est purement formel. Ce que je montre n'est pas une transposition. Hein. C'est purement formel. Je ne fais que montrer les intervalles. Donc j'insiste bien, faire attention, bien distinguer le 7-6 qui se trouve dans un contexte d'accord de sixte et le 7-6 qui se trouve dans le contexte d'un accord de quarte et sixte. Et encore une fois, en contrepoint, ça, on s'en méfie, enfin, à vrai dire, on ne le fait pas du tout. Pour des raisons que je ne développerai pas du tout aujourd'hui, bien sûr.
Voilà. Donc j'enlève ça, j'espère que tout le monde a bien compris cette petite remarque au passage, et je conclus le passage, ma réduction, j'écris ici la suite, voilà la clé de sol de nouveau, et l'élément si, mi, sol, la carte S6 se résout en si, fa, la. C'est-à-dire que là, on a vraiment deux noirs pointés. Remarquons bien la résolution, ça je le dis aussi. On sait que la résolution de la carte S6, la carte S6 de Cador se résout sur la corde dominante à l'état fondamental, je crois que c'est clair, mais des fois il se résout sur la corde septième de dominante. C'est-à-dire que le sol, la 6, au lieu de descendre sur le fa, monte sur la septième. C'est le cas ici. À vrai dire, à cet endroit, l'accord est un peu plus complexe parce que finalement, il n'y a pas de ré, mais le ré est à la partie supérieure. Donc, je l'écris exceptionnellement. Je modifie mon écriture. Donc, c'est 7+, et j'arrive sur un accord, voilà. Peu importe, je n'écris pas la tonique. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais quand même le jouer. Mais pratiquement, j'ai tout dit. Mais simplement, ce qui est très spectaculaire, je ne sais pas si le mot est adapté, mais c'est qu'on entre dans un autre contexte, le romantisme allemand. Et d'ailleurs, paradoxalement, le romantisme qui fait plutôt figure de, à juste titre, hein, je ne critique pas cette idée-là, de quelque chose de sombre, là, il s'exprime dans la clarté, justement. Il y a cet élément-là dans le romantisme, où il y a quelque chose d'extrêmement clair. Il ne faut pas réduire le romantisme à des choses sombres. Comme par hasard, c'est plutôt la période baroque qui évoque la lamentation, son 6e degré, son chromatisme, son contexte mineur. Et bien là, il n'y a pas de chromatisme, mais on est en majeur. Voilà. Et c'est ça qui est romantique, c'est pas l'autre. Encore une fois, les clichés, voilà. Donc, j'invite tout le monde à réfléchir là-dessus aussi. Parce que, donc, je vais montrer ça déjà. On va écouter bien cet enchaînement. Voilà la tonique. Peut-être devrais-je les placer, laissez voir le tableau. Hein. Voilà la tonique. Mi, sol, si bémol, mi bémol majeur. Mi bémol, sol, si bémol. Qui se transforme en mi, sol. Et puis, ré, fa, do, si. Puis, do, mi, si, la. Puis, si, mi, la, sol. Et enfin, la cadence parfaite. Je ne détaille pas. Voilà. Je joue maintenant sans les appoggiatures une fois. Accord de mi bémol majeur. Accord de sixte, la première des trois sixtes. Mi, sol, do. Puis ré, fa, si bémol. Deuxième sixte. Puis troisième sixte. Do, mi, la bémol. Puis dominante. Et tonique. Avec les appoggiatures 7-6, plutôt les retards. Accord de mi bémol majeur. Première sixte, do mineur. Deuxième sixte avec le 7-6. Troisième sixte avec le 7-6. Puis la carte sixte appoggiaturée. Sa résolution. Et la cadence parfaite. Voilà. Maintenant le texte, je ne vais pas jouer deuxième jeu, je vais jouer ça. Je ne vais pas jouer ces éléments-là. Pour qu'on entende bien uniquement le jeu des basses, enfin des basses qui ne sont pas très basses, enfin de la voix grave quand même, et du battement. Donc on a bien ça. Avec ces éléments rajoutés à juste titre, qui contribuent à ce dont je parlais, cette espèce d'épanouissement de la phrase, enfin cette plénitude. C'est très beau parce qu'il évoque le repos, tu es le repos, et en effet, on a un sentiment de plénitude, et notamment par ces notes qui s'ajoutent et qui font que la phrase s'accomplit dans une espèce d'épanouissement, je me répète dans mes mots, d'épanouissement. Et on est tout à fait dans le poème de Ruckert qui évoque le repos, justement, etc. Le repos teinté, évidemment, on s'en doute, d'une forme de mélancolie, voilà, qui est typique de l'époque, enfin, pas que de l'époque. Bon, alors voilà.
c'est peu de choses en même temps. Hein. En même temps, c'est peu de choses et c'est très beau. Alors, c'est tout ce que je voulais dire, donc c'est pas extrêmement long, je remets mon tableau. Mais je voulais simplement faire remarquer, c'était important, hein, quand ce Toulouse-Zéro est un poème assez connu, enfin un poème oui, mais surtout le livre de Schubert évidemment, surtout en France. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent les poèmes de Ruckert aujourd'hui en France, ce qui est assez normal. Mais enfin, le livre est assez connu, je voulais le montrer, et montrer à quel point il s'inscrit dans cette tradition, et qu'il en est l'exacte réplique. Hein. Note pour note, hein. 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, pardon, 6, 7, 6, 7, 6, et là, la carte est sixte, l'appoggiature est cercle, c'est un autre problème, et la cadence parfaite. Voilà. Voilà, c'est assez bref, mais je tenais à le signaler. J'invite tout le monde, encore une fois, à écouter un enregistrement. Il y a beaucoup de très beaux enregistrements. Voilà. Alors, je donne ici un deuxième exemple. À mon humble avis, il est directement lié à Schubert. On a vraiment la même impression et ce sera, à mon avis, une des voies d'évolution de la musique au XIXe siècle, dans la seconde moitié et la fin du XIXe siècle. On va trouver aussi chez des gens comme Richard Strauss, etc. Mais enfin, restons-en à Wagner, c'est-à-dire l'introduction d'une nouvelle époque dans l'harmonie tonale, où certes on restera complètement tonal, loin de moi l'idée d'imaginer que ça ne serait pas le cas, mais où les rapports d'accords, on va trouver ça beaucoup dans Parsifal, ne sont plus aussi dynamiques que dans le système tonal, c'est-à-dire basé sur les cadences parfaites, ou peu importe, peu importe, cadence parfaite, c'est-à-dire les mouvements dominants toniques, c'est-à-dire les mouvements dynamiques qui sont que le discours avance, mais un espèce de statisme où ce ne seront plus, puisque quand je parle de tout ce qui tourne autour de la cadence parfaite, ce sont les enchaînements de type enchaînement de quinte, c'est-à-dire de do à sol ou de sol à do. Or, on va trouver dans cette époque-là, et on va le trouver dans Parsifal, dans le tout début de Parsifal, on l'entend, des rapports non pas de quinte mais de tierces. On va le trouver chez Liszt, voilà, parce que j'ai cherché des références chez Strauss. La grande référence, c'est Liszt, bien sûr. Liszt, Wagner, de toute façon, sont très associés du point de vue de l'harmonie, et donc vont sortir un peu, tout en ne sortant pas vraiment, des aspects, disons, non ambigus du système tonal, c'est-à-dire très carré, où la dominante va s'enchaîner à la tonique et inversement, et à la sous-dominante, donc ces rapports de quinte, à ces rapports de quinte vont se substituer des rapports plutôt de tiers, c'est-à-dire Do majeur, La mineur, etc. C'est ce qu'on trouve ici déjà. Alors, l'exemple que je donne ici, plus précisément, est le tout début de Lohengrin. Lohengrin est un des opéras de Wagner, plutôt de la première partie. Peu importe, de toute façon, je n'ai pas la date en tête, mais peu importe, c'est de toute façon pas la fin de la carrière de Wagner qui finira avec Tristan, la tétralogie, et tout à fait à la fin avec Parsifal. Parsifal, c'est vraiment à l'extrémité, et c'est d'ailleurs l'extrémité de son art, c'est là qu'il atteint, peut-on dire, pratiquement le maximum de complexité. Bon, il ne faut pas trop le dire, parce que c'est déjà le cas, c'est déjà très complexe dans Tristan et dans la tétralogie. Mais enfin, disons que dans Parsifal, c'est un peu la quintessence de l'art wagnérien et de son aboutissement dans les aspects que je viens de signaler justement. Donc, mais Lohengrin, c'est plutôt la première partie de la carrière, mais c'est déjà la maturité. Ce ne sont pas les tout premiers opéras de jeunesse que sont les Fées, par exemple, des choses comme ça, ou Rienzi, etc. Là, c'est les grands opéras déjà, comme Tannhäuser, comme donc Lohengrin et Le Vaisseau Fantôme. Voilà, ça appartient un peu à ce groupe, cette période-là. Alors, j'ai écrit ici le tout début de l'ouverture, enfin, il ne faut pas dire ouverture chez Wagner, c'est le prélude, et de toute façon, le chant commence immédiatement, il n'y a même pas vraiment de prélude. Je n'ai pas compté les mesures, mais les premières mesures de chant, de toute façon, il n'y a pas de double barre et on commence l'opéra comme dans l'opéra italien chez Verdi. Non, c'est le prélude, c'est le tout début, et puis tout de suite on chante. Voilà. Mais, donc c'est bien Lohengrin, ça c'est déjà un leitmotiv, c'est le leitmotiv qui symbolise le Graal. Le Graal, je ne reviens pas là-dessus, le
Graal, c'est le calice contenant le sang du Christ, qui est à la fois une certaine réalité dans une certaine imagerie, mais ce qui est surtout symbolique est une recherche de quelque chose de vérité, etc., et de pureté. Donc la recherche du Graal, c'est quelque chose qui traverse toute la culture occidentale aussi, et qui aboutit entre autres à Wagner, mais aussi à chez d'autres aussi. Alors, il y a quelque chose aussi qui regarde, si j'ose dire, la pureté, justement, c'est le motif du Graal. J'ai eu, je reconnais, du mal à l'écrire. Je me suis contenté de cette écriture-là, mais on ne peut pas l'écrire, en tout cas pas sur un tableau comme ça. Il est d'une subtilité absolument incroyable. Il y a dans le début de Lohengrin, je crois, 2 accords de La majeur dans l'aigu. Enfin, aigu, pas très aigu, mais aigu, en valeur longue. Un premier accord, silence, un deuxième accord, silence. Et après viennent les cordes, c'est très spectaculaire, il faut voir la partition, je sais qu'on y accède facilement sur Internet, j'invite tout le monde à les regarder, c'est assez impressionnant parce que les cordes sont suraiguës. Moi j'ai tout baissé là, ça n'est pas écrit comme ça, c'est écrit avec le La qui est ici, voilà la note Do, voilà la note Mi, voilà la note Fa, voilà la note La. Donc les violons commencent des La. Ici, cela, ici, par exemple, il est écrit très très haut comme ça. Tout est dans suraigu, évoquant par là une forme de, bon, peut-être que l'image est un peu simpliste, mais une forme de pureté, c'est-à-dire de ce qui est l'idée du ciel. Le ciel élevé, éthéré, c'est-à-dire sans matière. Voilà, sans matière. Effectivement, la sonorité est dématérialisée, peut-on dire. D'autre part, l'écriture est très complexe parce qu'il y a un enchevêtrement de notes pour le simple accord de La majeur. L'un fait la tierce, l'autre fait la quinte, des échanges, etc. Je ne peux pas du tout en rendre compte ici, ce serait beaucoup trop complexe et puis pas très intéressant à vrai dire, parce que c'est du domaine de l'écriture au sens orchestration du terme, mais toujours est-il qu'il y a bien le quatuor à cordes, les contrebasses on ne les entend pas et pour cause, puisqu'on est dans les aigus et les suraigus. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il écrit pour les cordes de l'orchestre, donc pour violon 1, violon 2, alto, violoncelle, mais il écrit aussi pour les 4 cordes solo, c'est-à-dire qu'il demande un violon seul, un violon solo, un deuxième violon solo, un alto solo, etc., qu'il fait rentrer après dans les suraigus, qui donne donc une espèce de coloration, pourrait-on dire, peut-être que le mot est un peu excessif, un peu irisé, je ne sais pas si le mot est exact. Enfin, l'irisation évoque effectivement les hautes sphères. Hein. Bon, on est un petit peu là. Donc moi, pour des raisons de lecture, parce que là c'est vraiment pas évident de dire dans le suraigu comme ça, tout est dans le suraigu, j'ai écrit dans une écriture lisible. Donc il faut penser déjà, tout ce que j'ai écrit là, attention, ce sont bien 2 clés de sol, tout ça, une octave au-dessus. Voilà, j'enlève ça pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à ce que je voulais montrer. Au début, ça n'est pas ça. Au début, j'ai déjà une chose que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'alternance de l'accord de tonique avec l'accord du 6e degré, caractérisé par son statisme, par opposition au dynamisme des rapports toniques dominantes, le rapport tonique 6e degré, du fait d'ailleurs qu'il a 2 notes communes, que l'accord a 2 notes communes. Ici, en La majeur, l'accord de tonique est bien La, Do, dièse, Mi, l'accord du 6e degré est bien Fa dièse, La, Do dièse. Donc il y a bien le La et le Do dièse, on l'a vu dans des chapitres d'écriture qui remontaient dans les chapitres que j'ai faits sur les enchaînements d'accords à l'état fondamental, peu importe, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on voit bien que c'est un accord, ce sont 2 accords qui ont 2 notes communes, il n'y a qu'une seule note de différence, ils sont donc très proches, leur enchaînement crée une forme de statisme, d'immobilité, hein, et donc on a bien ça au début. Je vais jouer ça en essayant vaguement, enfin bon, d'évoquer la sonorité des cordes, enfin je ne vais pas y arriver sur le piano bien évidemment, enfin voilà, on a déjà une première sonorité qui évoquera toute la couleur de l'opéra d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc on a bien l'accord de La majeur. Alors attention, j'aurais pu aussi écrire tout sur une portée, j'ai pensé le faire, j'ai finalement écrit sur 2, bon peu importe. C'est bien, ici, La, Do, Mi, tout ça pourrait être sur une seule portée. Donc j'ai bien La, Do, Mi, ici j'ai l'accord La, Do, Mi, puis le La, ici j'ai encore l'accord La, Do, Mi, et voilà l'accord du 6e degré, l'accord de Fa dièse mineur, 6e degré de La. Fa dièse, La, Do dièse, Fa dièse, le même. Et retour à l'accord La, Do, Mi ici. Et c'est là que va intervenir l'élément qui m'intéresse et que je voulais montrer. Alors je fais déjà entendre cette alternance tonique 6e degré.
Remarquons aussi les valeurs très brèves. Ce sont des triples croches. Ce ne sont pas des doubles. Donc on a bien ça. Puis retour à la. Voilà, on entend bien ce côté un peu dématérialisé, je disais, je refais. Donc là, do, dièse, mi. Je joue les accords qu'on les entend bien. Là, retour à la do, mi. Et puis voilà. Et retour. Quand on vient de fa dièse mineur et qu'on retourne, on sent bien que c'est un tout petit peu ouvert et puis ça vient de se refermer. Voilà. Alors maintenant j'en viens à mon propos, c'était pas ça mon propos, bien qu'il soit intéressant pour que ça éclaire un peu l'idée wagnérienne. Encore une fois, c'est une idée qui va à l'encontre du grand déchaînement orchestral wagnerien qui existe. Hein. C'est vrai qu'il y a des grands outils très très sonores. Mais enfin, Wagner, c'est aussi ça. C'est aussi quelque chose d'extrêmement fin. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a une note là qui ne m'intéresse pas trop. D'ailleurs, j'ai un tout petit doute sur son existence. Je pense que c'est ça, je dois m'être trompé, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse ici de montrer, donc, c'est bien ça. C'est-à-dire l'accord de La majeur ici, l'accord de tonique, le voilà. La, Do, dièse, Mi. Peu importe les petits événements qui se trouvent là, toujours est-il que je me trouve ici sur l'accord de sixte avec le fameux 7-6. Voilà, je me répète donc. Hein. Je me répète, après l'accord de tonique, l'accord de sixte, c'est-à-dire Sol dièse, Si, Mi. Sol dièse, Si, Mi. Mais le Mi est appoggiaturé par le Fa dièse. On a bien Fa, Fa. Fa, Fa, ici, Fa, Fa, Mi. Je vais m'arrêter là dans un premier... Non, allez, je continue. Et voilà ma troisième sixte. Enfin, là, il n'y en a pas deux. Donc, l'accord de tonique est un fondamental. Là, ce serait un peu, mais je ne vais pas analyser ça aujourd'hui, une petite quartet sixte qui passe. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Voilà la deuxième sixte précédée de sa septième. Et voilà la sixte, pardon, la première, puisqu'il n'y a pas la porte. Et voilà l'autre sixte. Et voilà la dominante, qui dure un petit peu. Et voilà la tonique ici, qui est légèrement différée, qui est anticipée. Alors je vais la mettre vraiment au bon endroit, ici, mais elle est anticipée ici, la tonique. Voilà la vraie tonique. On remarque bien ici que j'arrive bien sur la Do dièse Mi. J'étais parti, ou plutôt il était parti sur la Do dièse Mi. Voilà, et eh bien c'est tout, je vais le jouer, mais on va en le jouant, on reconnaît bien cette couleur très calme qu'il y avait chez Schubert dans Du bis die Ruhe. On est vraiment dans la même texture. Voilà. Sauf qu'on est en La, c'est plus haut. L'autre était, Schubert était en Mi bémol. Mais on a un petit peu la même chose. Donc je vais peut-être le pousser qu'on le voit bien. Voilà. Et je joue à partir d'ici. Donc je joue très lentement, je détaille un petit peu. La, Do dièse Mi. Voilà, donc on a bien ça. Puis 6, puis la dominante. Ici on a Ré, et le Ré qui est la septième, qui va sur la quinte, et le retour sur tonique, qui reste encore une fois assez éthéré. Bon, je le joue maintenant un peu plus mesuré quand même, c'est-à-dire on a bien... Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas jouer trop lent, j'étais parti trop lent. Hein. Voilà. Bon, c'est tout, c'est peu, mais pour moi c'est beaucoup, et c'était important de le montrer à ce stade du chapitre pour montrer l'évolution de cet enchaînement. On le voit bien ici, c'est réduit, hein. Peut-être certains me diront, bah, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais on est bien d'accord qu'on est sur la structure tonique, dominante, et ici retour sur tonique, alors dans les autres cas on était, bon, enfin il y avait la cadence qui allait suivre, et alors tonique, dominante, et puis les deux sixtes ici, sans qu'il y en ait une troisième ici, quoi qu'on la frisait ici, et on l'a déjà un petit peu l'harmonie ici aussi, hein. Bon, je ne vais pas le dire puisque c'est pas le cas,
mais le fa dièse ferait penser un petit peu à ça, à ce 6e degré que j'ai si souvent cité. Voilà, j'aurais été assez bref ici. Je vais continuer maintenant avec quelque chose de beaucoup plus important et de plus, peut-être plus difficile à saisir et d'un peu elliptique dans son elliptisme, si j'ose dire, dans sa simple évocation de cet enchaînement, qui sont les fameux accords de Tristan, le début de Tristan et Isolde, toujours de Wagner, donc voilà.